La France tourne au ralenti. La grève massive dans les transports parisiens marque le début du premier bras de fer du gouvernement avec les syndicats. Pour réussir sa réforme des retraites, la majorité dispose d'une étroite fenêtre de tir et devra composer avec l'arrivée des élections municipales. Bientôt 6 mois de mobilisation à Hong Kong contre le pouvoir pékinois, une crise qui dure dont les conséquences pourraient largement dépasser les frontières de l'Empire du Milieu. Un Beaujolais 3 étoiles. Pour la première fois, un vin de cette région du centre-est a reçu une 3e étoile au guide vert 2020 de la revue du vin de France. Une récompense loin des idées reçues sur le Beaujolais nouveau. Madame, monsieur, bonsoir. Une grève qui sème une petite pagaille et qui annonce un duel entre les travailleurs profitant de régimes spéciaux et le gouvernement. La guerre des retraites semble seulement commencer et pourrait constituer un véritable tournant du quinquennat. Paris bloqué, une véritable petite pagaille dans la ville capitale alors que l'immense majorité des lignes de métro ainsi que des RER n'ont pas fonctionné en ce vendredi. Comme pour la canicule, la disproportion entre la panique des franciliens et les difficultés rencontrées montre l'absence totale de résilience de nombreux Français ou habitants du pays. Quoi qu'il en soit, la grève a un peu bouleversé le quotidien de millions de personnes et paralysé une partie de l'activité économique. Même si télétravail et développement numérique obligent, ce genre de mouvement est moins nuisible qu'il y a quelques années. Les raisons de la mobilisation de la RATP, l'harmonisation des régimes de retraite voulus par le gouvernement, un nouveau système que le Premier ministre Édouard Philippe veut universel, ce qui en réalité veut plutôt dire équitable, puisque tous les travailleurs, ou presque, seraient logés à la même enseigne. Nous allons donc bâtir un système vraiment universel qui, pour 1 euro cotisé, ouvre les mêmes droits à tous, que l'on soit ouvrier, commerçant, chercheur, agriculteur, fonctionnaire, médecin ou entrepreneur. Un système qui conduira donc à la disparition des régimes spéciaux et à de multiples dérogations qui, à quelques exceptions près, n'ont plus lieu d'être et qui auront encore moins de raisons d'exister dans 30 ou 40 ans. Une mise à plat des systèmes de retraite qui agace les corporations privilégiées et leurs syndicats, mais qui, dans le principe, permettrait de favoriser une certaine justice sociale, comprendre le travailleur manutentionnaire, le carreleur, le commerçant, dont la tâche est bien souvent autrement plus fatigante que celle de l'employé de la RATP, n'aurait ainsi plus à payer les petits avantages d'une minorité. Le régime de retraite de la RATP a d'ailleurs été pointé du doigt à de nombreuses reprises par la Cour des comptes. Dans cette structure, 42 000 salariés peuvent partir à la retraite à 57 ans et même 52 pour le personnel roulant et celui travaillant en souterrain. En 2017, l'âge de départ à la retraite était en moyenne de 56 ans environ, contre 63 dans le privé et 61 dans le public. En plus de cet avantage non négligeable, les pensions de la RATP sont bien coquettes. Ainsi, les retraités de 2017 ont une pension brute moyenne de 3 705 € contre 2 206 pour un fonctionnaire d'État. Des avantages tout à fait appréciables pour les agents RATP payés par les contribuables français, c'est-à-dire par vous, notamment par les jeunes générations qui n'ont aucune assurance de toucher un jour une retraite et qui n'ont pas nécessairement envie de régler l'ardoise de baby-boomers en uniforme vert. Cette première journée de mobilisation a donc tout du round d'observation pour le gouvernement qui a indiqué sa feuille de route calendaire jeudi au 16. Pour définir le système cible et les générations concernées, l'objectif demeure le même que celui que j'ai déjà évoqué, à savoir un vote du Parlement sur le projet de loi d'ici la fin de la session parlementaire de l'été prochain. Face à la majorité, la gauche de la gauche avec les Insoumis, la gauche syndicale et notamment l'UNSA, la CGT, mais aussi la CFE-CGC qui n'est pas en reste quand il faut veiller sur le magot. L'épreuve de force sera cruciale pour le gouvernement Philippe et pourra même constituer un tournant dans le quinquennat Macron. Une mission pas facile, alors qu'un sondage indiquait récemment que plus de 70% des Français penseraient que le Premier ministre n'est pas à même de mener une bonne réforme. Face à ce défi, Édouard Philippe semble, comme à son habitude, prudent mais assez sûr de lui, déterminé mais pas pressé. Nos convictions, n'en doutez pas, sont fortes et notre détermination est entière. Mais la réforme n'est pas écrite. Nous avons besoin de l'engagement de tous et nous sommes prêts à prendre le temps qu'il faudra. Une agilité dans la communication du pensionnaire de Matignon qui n'est pas vraiment contagieuse si l'on regarde du côté du porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Demain matin, j'utilise ma voiture de fonction comme tous les jours. Donc je serai de cœur avec tous les franciliens qui galèreront dans les couloirs du métro.
Une maladresse ahurissante venant d'une personnalité travaillant au sommet de l'État et qui forme un contraste terrible avec le Premier ministre. Issu du premier cercle macronien, de ce que l'on appelle la bande des planches, cette dernière semble bénéficier d'une prime à l'ancienneté, mais ne devrait pas être un réel atout dans les combats qui s'annoncent. Le gouvernement va donc probablement devoir faire face à une grève dure et une bataille politique tout aussi rude, dans laquelle se mèneront réforme des retraites et élections municipales. Le programme 2019-2020 s'annonce chargé pour la majorité. Bientôt une demi-année de mobilisation contre Pékin à Hong Kong. La cité anciennement britannique semble engagée dans une lutte de longue haleine face à l'État central, mais difficile de prédire quelle sera l'issue du conflit. Bientôt 6 mois que la région administrative spéciale d'Hong Kong est en crise. Une demi-année d'opposition entre Pékin et de nombreux Hongkongais qui voient peu à peu l'héritage britannique et sa démocratie libérale s'effacer au profit du dirigisme pékinois. C'est une loi d'extradition prise par le gouvernement de Hong Kong, lui-même soumis à l'État central, fin mars et portant sur la politique d'extradition qui avait mis le feu aux poudres. Si le texte ne changeait pas franchement la donne en matière de pratiques judiciaires, il s'inscrivait dans une tendance lourde de prise en main des affaires du territoire par Pékin. Une prise en main en contradiction avec les accords dits de la déclaration sino-britannique de 1985 qui consacrait le retour du territoire dans le giron de la République populaire de Chine avec un statut d'autonomie. Autonomie garantie par les textes jusqu'en 2047. Or, la pression chinoise sur la société hongkongaise est forte et l'autonomie du territoire se réduit très rapidement à la faveur de l'arrivée massive de continentaux et de pressions en tout genre. Démographique donc, mais aussi financière et économique avec Pékin qui, en arrière-plan, tire les ficelles pour reprendre au plus vite les manettes. Une situation qui pousse les habitants à se mobiliser pour ne pas tomber sous le joug de Pékin. Et si le projet de loi qui a déclenché les mobilisations a finalement été évacué, la gronde, elle, perdure. Les manifestations de masse et les coups d'éclat médiatiques amplifiés par l'utilisation des réseaux sociaux, comme toute contestation qui se respecte depuis la révolution numérique, focalisent l'attention de l'Occident sur le territoire, les pays européens et l'Amérique du Nord ayant évidemment des intérêts dans cette place forte de la finance. Dernier événement en date et symbolisant l'importance des mobilisations, l'annulation du tournoi féminin de Hong Kong de tennis, une annulation qui succède à d'autres, chanteurs annulant leurs concerts, sommet économique déplacé et inévitablement baisse importante du passage d'étrangers sur le territoire. Un territoire qui vit pourtant de ses transhumances à caractère financier, voire à la marge touristique. Signe de l'importance qu'a pris le mouvement lors de ces 3 derniers mois, la colère des Hongkongais touche désormais toutes les générations. Ainsi, même les élèves du secondaire se mobilisent. Des manifestations pacifiques, mais aussi toujours des affrontements entre manifestants un peu plus âgés avec les forces de police. Une attitude inédite dans ce territoire réputé très calme. Autre élément de plus en plus présent ces dernières semaines, les Hongkongais demandent de l'aide à l'étranger. Ainsi, lors d'une manifestation devant le consulat états-unien, des manifestations réclamaient tout bonnement l'intervention de Donald Trump, une demande loufoque et pour le moins étonnante, mais qui témoigne du niveau d'inquiétude qui touche la population et du risque de contamination internationale de la crise hongkongaise. Contamination à d'autres territoires, en Chine possiblement, mais aussi ailleurs dans la région, mais également contamination avec une hypothétique prise de position occidentale qui pourrait mener à une crise majeure dans le monde. Et pour cause, si la Chine est peu regardante sur les droits des personnes, les États occidentaux lui ont néanmoins confié les clés d'une très large partie de leur production et une opposition à Pékin pourrait avoir de très fâcheuses conséquences. Plus généralement, la crise que connaît Hong Kong en cette année 2019 est la suite de celle dite de révolution des parapluies de 2014 et annoncera probablement d'autres crises dans les années à venir. Au-delà du cas chinois, l'aspect systématique de ces crises citoyennes, à Hong Kong comme ailleurs, semble bel et bien être un marqueur des modes de conflit qui agiteront le monde dans les années à venir. Un Beaujolais dans la cour des grands. Pour la première fois, un vin du Beaujolais a reçu une 3e étoile au Guide vert 2020 de la Revue du vin de France. Preuve que le vin de cette région ne se résume pas uniquement au Beaujolais nouveau. Louis Benoît et Claude-Emmanuel Desvignes sont tombés dans le vin depuis tout petit. Ils produisent du Morgon,
et sont à la tête d'un domaine de 11 hectares. Cette 8e génération de vignerons a décidé de se passer des pesticides et estime avoir gagné en finesse dans le gamay qu'elle produit. Une qualité reconnue aujourd'hui par un 3 étoiles dans le guide vert de la revue du vin de France, une référence dans le secteur. Ils espèrent maintenant ouvrir la voie à d'autres. C'était jamais arrivé dans le Beaujolais, alors on est flatté que ce soit notre domaine. Premier, mais il y en a d'autres qui y prétendent et qui auraient pu l'avoir, parce qu'il y a beaucoup de très bons vignerons dans la région. Et ça commence à se savoir. Journaliste spécialisé dans le vin, Guillaume Barouin suit les Desvignes depuis longtemps. Pour lui, cette consécration est la suite logique de la première étoile obtenue par le domaine en 1999 et la deuxième en 2005. C'est un vin riche de personnalité, riche de l'identité de ces terroirs qui sont vraiment bien mis en avant chacun sur leur terre, avec le même mode de vinification qui n'a pas changé. Donc ça aussi c'est assez rare, c'est que le domaine des vignes n'a pas suivi les modes, et c'est en ça qu'il est devenu intemporel. Le succès des vignes est aussi une bonne nouvelle pour Bien Boire en Beaujolais, une association de 200 domaines indépendants. Ils veulent redorer l'image de leur vin resté dans l'ombre du très marketé Beaujolais nouveau. Au sein de Bien Boire en Beaujolais, on retrouve tous les crus déjà du Beaujolais, des Beaujolais villages, et on retrouve aussi différentes manières de vinifier, différentes manières de cultiver, et c'est tout ça qui est représenté au sein de Bien Boire en Beaujolais, et c'est ça moi je pense qu'il va sortir les vignerons et qui les sort déjà aussi de ce complexe d'infériorité qu'on peut avoir en Beaujolais par rapport à d'autres régions. Et l'effort paye. Selon les derniers chiffres de l'interprofession, les exportations de Beaujolais ont bondi de 18% sur un an. C'est la plus forte croissance parmi les appellations d'origine protégée françaises. Et passons à présent à l'actualité en bref. Thomas Thévenoud définitivement condamné. Jeudi, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'ancien secrétaire d'État au commerce extérieur, rendant définitive sa condamnation pour avoir omis de manière intentionnée de déclarer ses revenus. Thomas Thévenoud avait été condamné en appel le 31 janvier 2018 pour fraude fiscale à 1 an de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité. Pour se justifier, l'ancien proche de François Hollande avait invoqué sa phobie administrative. La pauvreté rend les enfants anxieux. Mardi, le Secours populaire, en partenariat avec Ipsos, a publié son 13e baromètre sur la pauvreté en France, avec une étude sur les enfants qui représentent 41% des bénéficiaires de l'association. La crainte de devenir pauvre n'a jamais été aussi forte chez les jeunes. 6 enfants sur 10 ont peur de devenir pauvres, soit 4% de plus qu'en 2015. Aujourd'hui, les Français considéraient qu'en dessous d'un revenu mensuel de 1 200 € environ, une personne seule est pauvre. C'est plus que le niveau de l'an dernier et bien au-dessus du seuil de pauvreté établi par l'INSEE qui est de 1 000 € environ. Un fonctionnaire de police pète les plombs à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Un individu, policier en service, a frappé un homme lors d'une interpellation. Des images devenues virales et qui montrent clairement une attitude inappropriée du policier. Une bien vilaine affaire qui intervient alors que les cas de violence policière lors des manifestations des Gilets jaunes ont largement discrédité les forces de police. Une affaire qui arrive également au pire des moments alors que les policiers manifesteront le 2 octobre pour l'amélioration de leurs conditions de travail face à la 50aine de suicides qui auraient touché leur corporation. Le Premier ministre israélien voit sa page Facebook bridée pour discours haineux. La page du réseau social de Benjamin Netanyahou a été partiellement désactivée, c'est-à-dire que l'accès au chat y a été suspendu. En cause, un message réputé haineux y a été diffusé, mettant en cause ses concitoyens arabes israéliens. La ligne de défense du chef de l'État hébreu est simple, ce n'était pas moi. Censure toujours sur Facebook, mais en Italie cette fois, avec l'organisation Casa Pound qui a de son côté vu ses comptes Facebook supprimés, tout comme le mouvement Forza Nuova. Cette interdiction arbitraire ne vise pas un contenu précis comme dans le cas du Premier ministre israélien, mais correspond à une volonté du réseau social de faire le ménage chez ses utilisateurs. L'Afrique du Sud, toujours dans le chaos. Depuis le début du mois, le pays fait face à une montée des actes de violence contre les étrangers, principalement dans les quartiers pauvres. Les cibles sont des ressortissants du Zimbabwe, du Malawi ou encore du Nigeria. La semaine dernière, en 3 jours, 12 personnes auraient été tuées et une 50aine de magasins incendiés. Face à cette montée de la violence, le Nigeria a appelé ses ressortissants à quitter l'Afrique du Sud. Mercredi, 200 d'entre eux ont été rapatriés à Lagos. 100 000 Nigérians vivent actuellement en Afrique du Sud.
Les démocrates états-uniens vont tenter de se refaire la cerise. Après l'échec de la candidate Clinton face à Donald Trump, la gauche américaine tente de resserrer les rangs. Ainsi, 10 candidats à la primaire étaient présents à Houston, Texas pour débattre jeudi. Une gauche américaine en pleine refondation et qui a opéré un virage à gauche grâce notamment à Bernie Sanders, véritablement en rupture sur de nombreux sujets avec la gauche affairiste et belliciste qu'incarnait Hillary Clinton. Le risque d'une division de la gauche américaine entre socialistes et libéraux plane d'ailleurs et devrait faire le jeu de l'actuel président. Un président qui a été représenté sous les traits d'un rat dans la ville de Baltimore dont il avait dit qu'elle était infestée de rats et de vermine. Si la caricature peut prêter à sourire, on imagine mal la presse progressiste aussi hilare si c'était Barack Obama qui avait été à l'origine d'une telle farce animalière. Une nageuse disqualifiée à cause de son maillot de bain aux États-Unis, une lycéenne de 17 ans a remporté une compétition de natation, mais les organisateurs ont annulé sa victoire en invoquant une infraction liée à l'uniforme. Selon l'arbitre, son maillot de bain dévoilait trop ses fesses. Devant la polémique, les autorités scolaires du district d'Anchorage en Alaska sont revenues mardi sur la décision de disqualifier la nageuse, estimant que la sanction était lourde et inutile. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition, mais ce soir vous avez rendez-vous avec Bistro Liberté. Eh ben moi, je défends mon droit à détester l'islam, à pouvoir m'en justifier publiquement l'idéologie islamique, sans forcément qu'on me dise que ça va de pair avec une haine que je n'ai pas pour des gens en raison de ce qu'ils croient. Samedi à midi, c'est le retour du samedi politique pour cette nouvelle saison. Élise Blaise reçoit dans un nouveau décor l'économiste Charles Gave et le président de l'UPR François Asselineau. Ensemble, ils reviendront sur le Brexit et l'Union européenne. Jean Monnet détestait la démocratie, détestait les nations et voulait créer une Europe technocratique. Moi, j'en ai assez qu'on dise que les modérés, ce seraient les pro-européens et que les extrémistes, ce seraient les anti-européens. C'est l'inverse qui est vrai. La construction européenne est un extrémisme. Elle consiste à vouloir faire disparaître de force des pays qui ont 1500 ans, 2000 ans d'âge pour nous imposer une structure qui est de plus en plus dictatoriale. La démocratie, c'est 1, de voter et 2, de virer. On n'a ni l'un ni l'autre en Europe. Donc on est en train d'essayer de nous présenter une Europe dans laquelle il n'y a aucune démocratie. Le vrai clivage de notre époque, c'est entre la disparition des États-nations, leur fusion dans une espèce de magma mondialisateur, et en tout cas dans l'Union européenne qui a une vocation à devenir un super-État, et puis ceux qui le refusent. Or ceci divise les partis politiques. Dimanche, dans Terre de Mission, Jean-Pierre Maugendre reçoit Véronique Lévy, convertie du judaïsme au catholicisme romain, pour évoquer son ouvrage « Jésus-Christ ou les robots ». Et tout de suite, La France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Et c'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Il y a un sujet d'été villageois que j'ai jamais abordé, que j'aurais pu traiter par la sociologie, ce sont les petits orchestres de village, parce qu'avec la multiplication des fêtes, des affiches fluo qui annoncent bals champêtres, etc., produites pays, il y a aussi toute une population de musiciens doués, souvent doués, qui multiplient les dates et les subventions municipales pour payer le cachet de ces gens-là. Subventions dont l'attribution est extrêmement opaque, mais c'est pas encore mon sujet. Pourquoi pas encore? Parce que il faudra bien se demander un jour pourquoi les municipalités semblent vouées au même contrat tous les ans avec les mêmes entrepreneurs de spectacles notamment. Et il faudra voir ce qui se cache derrière ce qu'ils appellent des partenariats. En résumé, c'est un système opaque de favoritisme comme partout dans ce pays. Quand vous retracez la carrière de Marcel Campion, par exemple, vous savez, le parrain, le pape des forains qui tient la dragée haute au gouvernement, quand vous pensez aussi sur les placeurs de marché, ben vous comprenez qu'il y a toujours de l'argent à se faire et pas toujours dans la transparence.
Mais revenons à mon petit orchestre de village. 3 personnes, une bande son avec des rythmes, une basse de guitare solo, et le type fait à la fois chanteur, et ce jour-là, auquel je pense, que chantait-il? Eh bien, il chantait tout le répertoire populaire depuis 1980 en France, et dans ces chansons, qui s'enchaînaient sous les projecteurs verts et violets, on a vu ressurgir un air très connu que tout le monde a fredonné de manière nostalgique sans trop écouter les paroles. Or, pourtant, les paroles nous disaient en 1993 déjà exactement, mais alors vraiment exactement ce que veulent les gilets jaunes et ce qu'ils ne veulent pas, ne veulent plus. Et personne ou presque n'a écouté ce soir-là le message, au moins politiquement. Eh bien c'est dommage parce que la chanson s'appelle Foule sentimentale et si vous l'imaginez comme bande son sur des images de gilets jaunes filmées au ralenti le long des Champs-Élysées, si vous lui collez comme illustration par exemple une grand-mère qui tient une banderole, vous êtes frappé, ému, bouleversé par le fait qu'on savait déjà il y a 30 ans ce qui allait nous arriver. La preuve, Souchon le chantait avec précision, foule sentimentale attirée par des choses pas commerciales et qui a soif d'idéal. C'est pas du Verlaine, mais c'est exactement ça. Et là où la chose m'a fait encore plus de peine, c'est que pendant la campagne présidentielle, là, il y a 2-3 ans, j'ai été amené, en tant qu'écrivain qui réfléchit là-dessus depuis longtemps, à faire passer des idées, des notes, comme on dit, des emails souvent, à des hommes ou à des femmes politiques que je connaissais pour leur suggérer des arguments. Et là, j'ai cité la chanson en question, le mal qu'on peut nous faire, t'as vu comment on nous parle, etc. J'ai dit que c'était un très bon thème électoral. À un homme politique présidentiable que je conseillais, je dis, en gros, cette chanson a été plébiscitée en son temps. Elle a recueilli depuis 10 ans 8 millions de vues sur YouTube, donc tu devrais t'en servir. Elle résume très bien, sur un mode prophétique, le malheur du peuple victime d'un éternel malentendu face à la société presse-bouton, presse-citron. Les pauvres gens, les braves gens, les gens simples ont envie désormais de proximité, d'amitié, de bienveillance mutuelle et on les empêche de se parler pour ne pas qu'ils s'entendent. Voilà en résumé ce qui a atterri sur la table de mon poulain, là, il y a 3 ans avant les élections, c'est donc tout récent. Le problème, c'est qu'ils connaissaient déjà pas le titre Foule sentimentale. Donc il ne connaissait pas non plus le chanteur. Rien, il connaissait rien. J'ai fait un test, par exemple, qu'avait-il vu comme film à plus de 10 millions d'entrées, qu'avait-il écouté attentivement comme chanson qui avait cartonné? Eh ben, rien. Il savait rien de ce que le peuple, ce peuple qui pouvait pourtant gouverner, avait aimé depuis 30 ans. Ni La vie est un long fleuve tranquille, ni Les valseuses, ni Voyage, ni Femme libérée, ni Ohé, ohé, capitaine abandonné. Donc il m'a pris pour un fou, évidemment, de parler de tout ça. Et je suis sûr que si vous demandiez à François de Rugy, par exemple aussi, de réciter les paroles de Foule sentimentale, ben il sait pas non plus. Mais le pire du pire de notre époque qui marche sur la tête, c'est que l'auteur même de cette chanson, Alain Souchon, richissime, qui vit dans un quartier de Paris où les appartements sont à 4 millions d'euros, a dit récemment son soutien à un président pour lequel, comme vous le savez, il y a des gens qui ne sont rien. Abonnez-vous, merci. Connaissez-vous la blonde et pulpeuse Inna Shevchenko? Ce nom ne vous dit probablement rien. Et elle a pourtant été choisie dans le cadre du G7. Et vous l'avez probablement très souvent rencontrée et lui avez souvent léché amoureusement le visage puisque sa noble figure a été choisie pour figurer sur les timbres-postes ordinaires de France et de Navarre. Inna. Pourquoi donc avoir choisi la blonde et pulpeuse Inna dans le cadre du G7 ? Parce qu'elle est l'égérie des femmes, la porte-parole de la libération de la femme postmoderne, la féministe modèle, venue tout droit d'Ukraine avec ses grands cheveux blonds pour vociférer en toute petite tenue contre les incarnations du fascisme et du patriarcat. Inna est vraiment ce qu'on appelle une pointure.
Eh bien, pourquoi Mamzelle Ina a-t-elle été choisie par notre président Macron depuis janvier dernier pour siéger au Conseil consultatif pour l'égalité homme-femme, avec pour mission de fournir des recommandations au G7? Eh bien, pour toutes ces raisons et pour son féminisme exacerbé. Elle fut donc propulsée au milieu d'une assemblée hautement recommandable, puisqu'on y trouvait la plantureuse Marlène Schiappa, qu'on ne présente plus, ou encore Caroline Fourest, journaliste de son état, pourfendeuse de cateau devant Allah et son prophète, et pristaline de l'honnêteté intellectuelle. L'objectif du dit conseil est d'apporter, j'ouvre les guillemets, son expertise pour intégrer les problématiques de genre dans l'ensemble des réunions ministérielles. Diantre, pour qui sait décrypter la vulgate gouvernementale, on frémit devant un tel programme. En fait de parité, le G7 effectivement est bien à la traîne, puisqu'il n'y a qu'Angela Merkel pour mettre un zeste d'une fantaisie féminine toute relative, avouons-le, dans cette honorable assemblée. Brigitte, quant à elle, dans le cadre du G7, s'est limitée à aller serrer la pince à des surfeurs tout beaux, tout bronzés. Il était donc important de prendre le problème à bras-le-corps et de le confier à une assemblée composée, je cite, d'experts et de personnalités de haut niveau issus de la société civile internationale. On se demande bien ce que Mamzelle Ina est venue faire là-dedans. L'histoire ne nous dit pas si la belle Ina a siégé dans le vêtement qu'elle affectionne particulièrement, à savoir son plus simple appareil. En somme, il ne manquait plus que Greta Thunberg, la ridicule petite Suédoise qui mérite une bonne fessée, dixit un député, pour que la fête soit complète. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.